Je vous remercie. Donc, bonsoir. Dans le cadre de cette conférence nourrie d'un dialogue entre art et science, en relation avec la thématique de la 7e saison du programme de rencontres Sciences à cœur, étroitement corrélée à la 21e conférence des Nations Unies Paris Climat 2015, j'ai décidé aujourd'hui de centrer mon propos sur l'architecture de la demeure urbaine dans la France médiévale à travers l'exemple parisien. Cette intervention assez générale pourrait donc s'intituler « Construire et habiter la maison en ville au Moyen-Âge à partir du cas de Paris ». Une présentation exhaustive des modes de bâtir, des modes d'implanter et de décorer les habitations à cette période dans la capitale étant hors de propos ici, je souhaiterais simplement engager quelques réflexions sur les techniques de construction médiévale appliquées à l'architecture dite résidentielle ou domestique, en mettant l'accent sur les propriétés des matériaux adoptés par les bâtisseurs. L'auditeur intéressé par la maison parisienne au Moyen-Âge pourra par la suite se reporter au catalogue d'expositions ayant accompagné la belle et consistante exposition organisée en 2012-2013 par les Archives nationales et tenue à l'hôtel de Soubise, qui constitue la plus récente synthèse sur la question de la maison médiévale parisienne. Vous l'avez à l'écran. À la fin du Moyen-Âge, Paris connaît une expansion urbaine très importante qui est directement liée à l'accroissement de sa population. Il devient d'ailleurs nécessaire, au XIVe siècle, d'inclure les faubourgs dans une nouvelle enceinte, élevée sous les règnes de Charles V et de son fils Charles VI. La ville concentre entre le XIIe et le XVe siècle un nombre impressionnant de chantiers faisant intervenir des professionnels de la pierre, tels que maçons, tailleurs de pierre et imagiers, qui sont des sculpteurs, des professionnels du plâtre, de la tuile, du bois et du chaume, tels que menuisiers et couvreurs, des matériaux de construction qu'il est alors possible de se procurer localement, que l'on songe par exemple aux carrières de pierre ponctuant la rive gauche de la capitale ou au gypse des collines de la rive droite. L'argile de Passy, de Vaugirard ou des rives de Bièvre fournit la matière première aux tuileries où sont réalisées les tuiles et les carreaux de pavement si abondamment employés dans l'habitat médiéval. Le grès est issu des environs de Paris, en particulier de la région de Fontainebleau. Quant à l'ardoise, elle provient plus lointainement d'Anjou ou encore des Ardennes. Lorsque les matériaux ne sont pas produits pour le chantier, ils sont récupérés et réutilisés dans la construction, ce qui est une pratique fréquente qui permet de mener à terme de nombreux programmes édilitaires d'une certaine ampleur, la création ou l'entretien de grands bâtiments publics, comme d'édifier les milliers d'habitations qui constituent à la fin de la période médiévale l'essentiel du paysage urbain d'une ville dont les limites sont sans cesse repoussées. Au lendemain de la guerre de Cent Ans, comme on peut l'observer dans certaines miniatures contemporaines, on le verra par la suite, l'habitat est dense et le maillage des rues est particulièrement serré. Une distinction peut s'opérer entre l'habitat commun, c'est-à-dire la maison ordinaire, généralement en matériaux peu onéreux et parfois périssables, et l'habitat noble, l'hôtel ou le palais urbain, qui est en pierre de taille et qui est parfois fortifié. Je pense par exemple à l'entrée de l'hôtel du connétable Olivier de Clisson, qui est situé au 58 rue des Archives dans le 3e arrondissement de Paris, remontant à la fin du XIVe siècle, aux alentours de 1380. Il est toutefois hasardeux de proposer une typologie de l'habitat parisien au Moyen-Âge, tant celui-ci est diversifié. Suivant les époques, mais surtout selon le rang social du propriétaire ou de l'occupant, la maison n'aura pas le même volume ni la même allure. Donc il existe des cas particuliers. Je songe par exemple à la maison érigée en 1407 par le libraire Nicolas Flamel pour y loger des pauvres, au 51 rue de Montmorency dans le 3e arrondissement. Le commanditaire disposant de moyens financiers enviables, la façade complète de la maison est en pierre. Ajoutons que se fier au vocabulaire adopté dans les textes est assez difficile, les termes, par exemple, de maison ou d'hôtel étant couramment employés l'un pour l'autre. La maison parisienne type, au Moyen-Âge, a pignon ou plus rarement appentis sur rue. Elle occupe communément une parcelle qui est longue et étroite, on parle de parcelles laniérées, dont l'espace peut être rapidement saturé. Des masures de planches sont en effet construites dans les cours
et dans les jardins en temps d'accroissement démographique, et elles peuvent être abattues quand elles deviennent inutiles. L'agrandissement des maisons est le plus souvent obtenu par l'achat et l'annexion de corps de bâtiments jointifs, qui sont par la suite reliés aux unités d'habitation initiales. Soucis d'économie et rationalisation constructive prévalent ainsi la plupart du temps. Les soubassements de la demeure se composent d'un ou de plusieurs niveaux, généralement niveaux de caves voûtées à la construction quelquefois très soignée. Dans la majorité des cas, néanmoins, la pierre de taille coexiste avec le blocage, qui est un mélange de mortier et de pierres non taillées, donc des moellons ou des déchets de taille. Les caves médiévales de Paris, dont le sous-sol regorge encore de vestiges, ont d'ailleurs fait l'objet d'un vaste programme de recherche pluridisciplinaire piloté par le Centre André Chastel, et je signale à ce titre qu'un numéro spécial des dossiers d'archéologie vient de lui être consacré. J'ai fait disposer en haut de la salle les flyers qui ont été réalisés à destination des Parisiens, qui ont été sollicités depuis un peu plus de 2 ans pour contribuer au recensement des caves remarquables d'époque médiévale et moderne. Comment la maison parisienne est-elle édifiée? Tout d'abord sur une assise de pierre qui va l'isoler de l'humidité du sol. La construction la plus fréquente, qui restera en usage à la période moderne, est le pan de bois, comme en témoignent à Paris les 2 maisons des XVIe, XVIIe siècles, situées au 11 à l'enseigne du Faucheur et au 13 à l'enseigne du Mouton, de la rue François Miron dans le 4e arrondissement, qui ont été restaurées, restituées dans les années 1970. Ouvrage de charpenterie permettant la superposition d'étages en encorbellement, donc un moyen de gagner de l'espace à mesure qu'on s'élève. Le pan de bois est alors enduit de plâtre pour empêcher les incendies et pour protéger le torchis. Ce matériau de remplissage, composé d'un mélange d'argile, d'eau et de fibres animales ou végétales, telles que crin de cheval ou encore paille. Dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, au XIXe siècle, Viollet-le-Duc qualifie la technique du pan de bois, je cite, d'économique et saine, car à épaisseur égale, un pan de bois garantit mieux les habitants d'une maison des variations de la température extérieure qu'un mur de briques ou de pierre. L'architecte précise qu'il n'est pas de construction à la fois plus solide, plus durable et plus légère. Le plâtre, cependant, j'ouvre à nouveau les guillemets, même bon ne résiste pas aux agents atmosphériques et il ne peut et ne doit être employé qu'à l'intérieur ou dans des lieux bien abrités. L'usage de ce matériau sur les façades est donc assez problématique, bien que fréquent. Sa résistance aux éléments n'étant pas optimale. Il faut régulièrement réenduire les constructions. Les étages ou planchers de la maison, dont le nombre varie de 2 à 6 ou 7, rarement plus, sont ordinairement desservis par des escaliers à vis. Certains noyaux de bois de ces escaliers ont été conservés. L'un d'entre eux est aujourd'hui exposé au musée de Cluny, vous l'avez sur l'écran. Des escaliers plus ouvragés existent néanmoins, comme dans la tour résidence érigée au commencement du XVe siècle par le duc de Bourgogne Jean sans Peur, l'un des plus anciens témoins monumentaux du Paris médiéval, au 20 de la rue Étienne Marcel, dans le 2e arrondissement. Les toits des demeures sont d'abord couverts de chaume, qui présentent l'inconvénient de prendre facilement feu, ou encore de bardeaux, de petites plaques de bois qui revêtent parfois également les façades, qu'elles protègent de la même manière des intempéries. Viollet-le-Duc juge ce mode de couverture, j'ouvre les guillemets, excellent. Il est d'une grande légèreté, résiste aux efforts du vent, et lorsque le bois employé est d'une bonne qualité, il se conserve pendant plusieurs siècles. Les bardeaux sont souvent taillés en biseau à leur extrémité inférieure, afin de donner moins de prise au vent et de faciliter l'écoulement des eaux. Fin de citation. Pour autant, dans l'iconographie tardo-médiévale, la toiture de la maison parisienne apparaît essentiellement de tuiles, matériau plus coûteux mais offrant une meilleure résistance. Lorsqu'elles sont vernissées, les tuiles peuvent être agencées en de grands motifs polychromes dont nous conservons hors de Paris des témoins, certes restaurés, de la fin du Moyen-Âge. L'ardoise, dont l'épaisseur comme le type de pose conditionne la durabilité, est généralement réservée à la maison noble et aux monuments de pouvoir, ou aux monuments ostentatoires, tels qu'églises, hôpitaux ou collèges. On le voit nettement sur l'enluminure qui est projetée à l'écran et qui est tirée des œuvres d'Étienne Chevalier, peint par Jean Fouquet,
dans les années 1450. Le plomb entre dans la réalisation des gouttières et de certains éléments de couverture. De la toiture émerge enfin la cheminée dont les textes nous rappellent qu'elle doit être régulièrement entretenue. Les risques d'incendie sont grands et sont d'autant plus redoutés que les matériaux les plus communément usités dans la construction domestique restent le bois et le torchis. Un système de surveillance est d'ailleurs précocement mis en place pour combattre les incendies, donc un système de guet, et ce système est renforcé au milieu du XIIIe siècle sous le règne de Saint-Louis. La maison, qui ouvre sur une ou plusieurs cours intérieures, peut comporter des parties à usage commercial, des écuries, des étables, un poulailler, un garde-manger, des celliers ou des magasins pour stocker les denrées, une cuisine ainsi que plusieurs salles et chambres. Les rares inventaires après décès qui nous sont parvenus nous renseignent, bien que de façon fragmentaire, sur les éléments de mobilier qui peuvent être présents dans l'habitation, plus ou moins bien fournis en fonction de l'aisance financière des habitants. On y note l'importance accordée aux couvertures, mais également aux pots, aux tapis de peau, qui permettent de se réchauffer pendant l'hiver, sachant que les lits peuvent être également tenturés. Le confort est pour la majorité des Parisiens tout relatif. Les éventuelles latrines s'évacuent habituellement dans la rue. La promiscuité est aussi un problème récurrent. L'espace est un luxe et l'existence de jardins étendus ne s'observe que dans les demeures de l'élite aristocratique ou ecclésiastique. Dans ces dernières, on recourt également à l'usage de tentures ou tapisseries qui servent souvent moins à orner les murs qu'à protéger du froid et de l'humidité. On dispose alors les tapisseries à une courte distance du mur pour permettre d'intercaler une couche d'air isolante. Les fenêtres des maisons les plus cossues sont vitrées soit de verre incolore, de verre à motif géométrique ou de rondelles, qui sont des pièces de verre peintes de format circulaire, tandis que les fenêtres des maisons ordinaires peuvent être fermées par des châssis de toile cirée ou encore par des volets. À Paris comme ailleurs, le principal mode d'obturation des ouvertures, simple et économique, reste en effet le volet de bois. Viollet-le-Duc, là encore, nous rappelle que quand on veut de l'air et de la lumière, on ouvre les volets, mais que les inconvénients de ce moyen primitif obligent également les architectes à percer ces volets de quelques trous que l'on va garnir de verre ou de parchemin. Puis, en effet, on finit par faire des châssis de bois qui vont recevoir les vitraux, du papier, du parchemin ou encore de la toile. Les rares maisons médiévales ayant subsisté sont principalement des constructions en pierre de taille, telles que les hôtels de Sens ou de Cluny, qui sont à l'écran, qui ont été précocement réaffectés, donc pour l'hôtel de Sens, de la bibliothèque Forney aujourd'hui, et l'hôtel de Cluny en musée, c'est le musée national du Moyen-Âge. Les très rares demeures en pans de bois ont été notamment préservées car, couvertes par la suite d'enduits, mais également remaniées, au moins partiellement, elles ont été incorporées dans le paysage monumental de la ville à l'époque moderne et elles ont par conséquent échappé à la destruction. Certaines, relativement saines, ne nécessitaient tout simplement qu'une restauration approfondie. Les travaux haussmanniens ont achevé de faire disparaître les derniers vestiges du bâti médiéval parisien, mais la capitale, au milieu du XIXe siècle, n'avait déjà plus, bien évidemment, la physionomie observée sur la miniature de Fouquet. On a démoli de tout temps et dès le XVIIe siècle, on a remodelé considérablement le paysage parisien. Les matériaux choisis par les constructeurs du Moyen-Âge répondaient, dans le cadre technique et avec le savoir empirique du temps, aux besoins comme aux préoccupations essentielles de la population, même si un certain nombre de problèmes n'avaient pu trouver de solutions réellement satisfaisantes. Je pense par exemple au chauffage, à l'insalubrité générale ou au manque de luminosité. Il appartient aujourd'hui aux historiens de l'art, aux archéologues, mais aussi aux professionnels de la conservation patrimoniale, de poursuivre l'étude de ces structures anciennes par un travail sur les sources et sur le bâti, comme par des tâches de restauration intégrant une critique d'authenticité systématique des matériaux ainsi que des éléments tant structuraux que décoratifs. Occupant une place centrale dans l'histoire de l'architecture domestique française, la maison médiévale, qu'elle soit ou non parisienne, peut en outre servir de modèle réflexif à l'architecture contemporaine dite écologique ou durable. En effet, le choix de matériaux de construction naturels pour la maison,
le choix de l'agencement des pièces d'habitation dans le but notamment de favoriser les économies d'énergie, comme le choix d'un cadre de vie idéal, je pense à la spaciosité ou encore à la présence de jardins, sont des questions véritablement actuelles. Je vous remercie de votre attention.